Bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle édition de Parlons Placement, une émission qui vous aide à améliorer vos connaissances financières et vos compétences en placement. Je suis votre animateur, Simon Duhem. Avez-vous déjà joué au téléphone? Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, voilà un peu comment ça se déroule. La première personne en ligne chuchote un message à la personne qui se trouve à côté d'elle. Cette personne la chuchote ensuite à la personne suivante, et ainsi de suite. L'objectif est de voir si la dernière personne en ligne reçoit le message correctement. Attention, souvent, ce n'est pas le cas. À un moment donné, le message est faussé. C'est un peu ce qui peut se produire avec les connaissances en placement. Parfois, une observation judicieuse ou un fait est transmis aux investisseurs, mais le message est en quelque sorte mal formé, transmis ou faussé. Très vite, ce qui était une perle de sagesse peut se transformer en un mythe ou une idée fausse. Cela peut aider les investisseurs à éviter aisément les pièges potentiels lorsqu'ils font des placements ou les dissuader de se lancer. Nous allons déboulonner certains des mythes courants sur les placements avec l'aide de notre conférencier invité Charles-Edgar Martin, gestionnaire de portefeuille principal à Gestion de patrimoine TD et des nôtres. Charles, quel plaisir de vous revoir. Salut Simon. Alors, c'est sûr que vous travaillez avec des investisseurs de tous les genres dans le cadre de votre travail quotidien, Charles. À quelle fréquence devez-vous déboulonner ces mythes-là et des idées fausses sur les placements avec vos clients? C'est drôle, au début de ma carrière, j'aurais jamais pensé que ça serait une partie de ma routine journalière, mais je peux te confirmer que à tous les jours, je dois travailler avec des mythes que les gens, la façon que les gens voient le monde, qui sont pas réels, et je pense que c'est à cause du fait qu'on n'est pas des êtres rationnels, on est des êtres émotionnels, incluant moi et toi. Alors, c'est une grosse partie de ma job et je dirais un gros défi pour n'importe quel investisseur de déboulonner les mythes qu'on peut avoir. Absolument. Bien, on fera de notre mieux aujourd'hui, Charles. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et commençons à déboulonner certains de ces mythes-là. Alors, le premier qu'on va attaquer aujourd'hui, c'est qu'un investisseur doit n'avoir aucune dette avant d'envisager de faire des placements. Pourquoi est-ce que ce n'est pas nécessairement le cas? Ah, c'est quelque chose que j'entends d'une certaine partie de la population. Moi, personnellement, j'ai été élevé un peu comme ça avec mes parents. Euh, et je pense qu'il faut mettre ça en contexte. Mes parents euh, ont acheté la maison où j'ai été élevé dans une période où les taux d'intérêt étaient extrêmement élevés. Alors, c'est sûr que c'est un contexte qui est différent de ce qu'on a vécu depuis, je dirais, 15-20, à peu près 15 ans, un peu moins aujourd'hui. Mais je pense que la façon d'analyser ça, si on regarderait juste de façon rationnelle, alors si j'avais comme un spreadsheet Excel, puis je dirais, OK, j'ai 1000 $ que j'ai d'extra ce mois ici, je pourrais rembourser mon hypothèque qui, on va dire, est à, on va dire 5% pour l'exemple d'aujourd'hui, ou je pourrais prendre le 1000 $ et le mettre dans un placement qui, on va dire, où j'espère faire 7%. Alors, rationnellement, si je mets tous les jours le 1000 $ ou toutes les fois que le 1000 $ arrive, je le mets pour éviter un 5% d'intérêt au lieu de le placer dans un placement qui pourrait me donner 7%, bien, mathématiquement, je ferais une erreur. Parce que à la fin, j'aurais plus d'argent si j'avais investi mon argent à 7% et un jour pris le montant nécessaire pour rembourser la dette au complet, il me resterait plus d'argent parce que 7% est plus que 5. Alors, c'est ça qu'il faut regarder finalement. Euh, Encore une fois, on est des êtres humains qui ne sont pas 100% rationnels. Alors, je pense que c'est important de savoir ça et je pense que j'apprends rien à tout le monde en le disant, mais je pense qu'il faut se rappeler de ça parce qu'il y a un effet quand même néfaste d'avoir trop de dettes sur le côté psychologique. Puis ça, c'est quand même important aussi. Alors, il faut regarder ces choses-là. Pour moi, je pense qu'il faut déterminer certainement un certain niveau d'endettement avec lequel on peut être confortable, amener notre niveau d'endettement à ce niveau-là et après faire l'analyse que je viens de
te démontrer, regarder quel est le rendement que j'espère faire sur un placement versus l'intérêt que je paye sur un placement ou un prêt. Oui, absolument, c'est vrai. Il y a tellement de facteurs qui viennent en considération, mais comme tu as mentionné, des fois, c'est juste en termes de chiffres, en termes de rationnel, comme tu dis. Des fois, la réponse est devant nous. Alors, voilà, absolument. Alors, dans ce cas-là, si on poursuit un peu et on est un investisseur qui aimerait peut-être déterminer justement soit rembourser sa dette ou faire un placement, comment qu'on pourrait attaquer cette réponse? Alors, encore, je reviendrai à la dernière partie de ma réponse. Établir un niveau d'endettement avec lequel on va être confortable du côté psychologique. J'irais un peu plus loin et je dirais aussi un niveau d'endettement parce qu'une dette, souvent, c'est un paiement, soit mensuel ou avec une fréquence régulière qu'on doit faire. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans une situation où on se met en danger. Alors, de se mettre dans une situation où on n'est pas en danger, alors on sait qu'on peut faire le paiement nécessaire au minimum. Deuxièmement, aller un peu plus loin puis voir le niveau avec lequel on va être confortable psychologiquement. Après ça, on fait l'analyse rationnelle. Et là, je dirais, je mettrais toutes les dettes que j'ai sur une liste. Alors, disons, carte de crédit, c'est la ligne numéro 1 et je mets le taux d'intérêt applicable à la carte de crédit. Hypothèque, ligne numéro 2, quel est le taux d'intérêt? Placement, REER, on va dire, quel est le taux d'intérêt que je pense que je vais faire. Et après ça, on les met en ordre par le taux d'intérêt. Alors, dans cet exemple-là, souvent, la carte de crédit tourne alentour de 20%. C'est très rare qu'on a des placements qu'on peut faire où on pense réalistiquement qu'on va faire 20%. Alors, la première chose quand on a de l'argent d'extra, c'est de rembourser la carte de crédit à 100%, préférablement tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, on regarde quel est le deuxième plus haut. Alors, si le deuxième plus haut est mon REER où je pense que je vais faire 7% à long terme, et là, je pense que ce serait important à dire pas ce que je pense faire sur les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois. Alors, les projections sur le placement, on prend une projection long terme, qu'est-ce qu'on espère faire. Et dans ce cas ici, j'ai payé ma carte de crédit, il me reste un peu d'argent. Mon taux sur mon REER est plus élevé que mon taux sur mon hypothèque, on va dire. Dans ce cas-là, l'argent irait à l'hypothèque. Alors, souvent, la réponse va être une combinaison. Alors, ça va être, je dirais encore une fois, je sais que je le mentionne souvent, carte de crédit, il faut la rembourser à 100%. Mais avec l'argent qui reste, souvent, la réponse va être, je pense que je pourrais mettre un montant dans mon REER et j'aimerais quand même réduire mon hypothèque un peu. Alors peut-être je vais mettre 25% de ce qui me reste pour baisser mon hypothèque et 75% de ce qui me reste pour mon placement parce que ça va améliorer mon niveau de confort. Ça, c'est correct, ça aussi. Alors, je pense que c'est de faire vraiment un compromis entre le côté rationnel et le côté émotionnel et de regarder les deux ensemble pour prendre une solution qui sera bonne pour nous personnellement. J'adore cette approche, Charles, ça fait beaucoup de sens. C'est des produits que peut-être on a toutes déjà, on a déjà peut-être eu ces produits-là ou peut-être qu'on envisage les avoir. Alors c'est intéressant qu'on amène les chiffres et comme tu as dit, c'est des fois un compromis de nos objectifs en fait. Alors passons maintenant au deuxième mythe qu'on avait. Et celui-là, c'est celui où ce que peut-être qu'on pourrait se penser ou même intrinsèquement à risque élevé. Est-ce que c'est plus prudent de conserver son argent d'un compte épargne au lieu de peut-être prendre du risque? Alors, comment cette mentalité-là pourrait-elle accroître le risque de la perte d'argent d'une personne, surtout au fil du temps? Alors, je pense que le mot-clé, c'est l'inflation. Alors, quelqu'un qui dit, pour moi, c'est absolument important de maintenir mon capital et le risque, pour moi, je ne peux pas endurer ça. Souvent, ce monde-là vont dire l'argent en dessous du matelas serait la solution la plus drastique et c'est comme une expression, elle n'est pas nécessairement en dessous du matelas, mais ça peut être du cash dans un coffret de sûreté, par exemple. Et ça, c'est un exemple extrême.
L'autre option qui serait peut-être un peu moins extrême, c'est l'argent placé dans un compte de banque, pas investi ou investi à très court terme dans un produit de marché monétaire, par exemple. Et une coche de risque peut-être un peu plus élevée serait d'aller dans des CPG, des certificats de placement garantis avec des échéances de 1 à 5 ans, ou des obligations gouvernementales. Alors, tous des produits qu'on considère safe et prudents. Maintenant, la première obligation que j'ai achetée quand j'avais 13 ans, en 1981, c'était une obligation d'épargne du Canada, 1 an. Alors, je pense que ça rentre dans la définition de quelqu'un qui essaie d'être ultra prudent. Puis le taux en 1981, tu ne vas pas me croire, Simon, parce que tu n'étais probablement pas né, mais c'était 20 alors, j'ai eu 20 avec l'obligation du Canada. Alors, en termes de sécurité, c'était ultra sécure. Mais l'inflation cette année-là est à 15 et une obligation donne un intérêt qui est taxable au plus haut niveau. On va dire que mon niveau d'imposition est à 50 okay? N'était pas, j'avais 13 ans, j'avais pas d'impôt à payer. Mais on parle à du monde probablement qui sont imposables. Alors, si j'ai 20 et je me fais imposer à 50 il me reste 10 et l'inflation est 15, je me suis garanti une perte de 5 et ça, c'est important. Puis, je sais que le monde, quand on parle comme ça, ils ont de la misère à vraiment comprendre, mais je pense que quand on prend des exemples, ça devient plus comprenable. Comme quand j'étais jeune, en 1981, pour revenir à cette année-là, pour rester avec le thème, dans ce temps-là, un millionnaire, c'était quelqu'un qui était ultra riche. Millionnaire, c'était quelqu'un qui pouvait faire le tour de la planète en voyage chaque année, n'avait pas besoin de se soucier. Mais on sait maintenant que quelqu'un qui a 1 million de dollars doit quand même surveiller ses dépenses. Mais il y a 40 ans, pas du tout. Alors ça démontre l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Alors, quelqu'un qui met de l'argent en dessous du matelas a 0 rendement. Alors, perd l'inflation à chaque année. L'inflation aujourd'hui est à l'entour de 4-5 Alors, ça serait une perte de 4-5 c'est une perte. Alors, si quelqu'un dit je veux être ultra prudent, je ne veux absolument pas perdre de l'argent, vous vous garantissez une perte d'argent avec l'argent en dessous du matelas. Quelqu'un qui va un étape plus loin, comme on l'avait mentionné, un compte de banque, ça paye alentour de 0 ou des taux très bas, on va dire. Encore une fois, on perd par l'inflation. CPG 1 an, aujourd'hui, c'est payant. On va dire que c'est 5 ça tourne alentour de là, dépendant de la journée. Mais encore une fois, 5 moins la moitié en impôts, 2,5, l'inflation 4,5. Je viens de me garantir une perte de 2 Une obligation ou un CPG plus long terme, encore une fois, on parle d'alentour de 5, peut-être 6 des fois. Je vais prendre l'exemple le plus haut, 6 après impôt, 3, encore une fois, en dessous de l'inflation. Il faut que je sorte absolument de la catégorie intérêt, puis j'aille dans la catégorie gain en capital pour espérer faire un rendement net d'impôt et d'inflation qui est positif. Alors, je pense que quand on parle de protéger ou d'être contre le risque, si pour nous, le risque, ça veut dire la volatilité, oui, l'argent en dessous du matelas, le CPG, c'est la solution. Si c'est qu'on ne veut pas perdre de l'argent, ben, il faudrait probablement prendre en considération le pouvoir d'achat. Et dans ce cas-là, les solutions que je viens de mentionner ne sont pas des solutions qui vont fonctionner. C'est très difficile à trouver des périodes dans l'histoire où le rendement après impôt et inflation sur un placement à revenu fixe a été 0. Très, 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 très rarement, il a été positif. Presque tout le temps, c'est un rendement négatif. Alors, c'est une partie de ma job de convaincre du monde des fois que ça serait plus sage d'avoir au moins une petite partie ou une partie dans un placement qui peut générer un gain en capital, que ce soit de l'immobilier, que ce soit des actions, juste pour aller chercher un rendement net de l'inflation et des impôts qui pourrait être positif.
Oui, absolument. C'est tellement un bon point que tu apportes aussi avec l'inflation. On entend souvent parler, surtout ces jours-ci, mais même les impôts, c'est vrai que surtout des produits comme ceux-là, les comptes épargne, les CPG, ça rapporte des intérêts et ça, c'est quelque chose à conseiller. Donc, c'est excellent comme point. Puis aussi, on pourrait même dire qu'il y a du risque à pas prendre de risque. Alors, voilà un peu, voilà une autre expression on pourrait peut-être populariser. Mais poursuivons maintenant avec quelqu'un, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui sont autant confortables à prendre du risque. Même si des fois on peut y penser, on peut regarder les chiffres, c'est quelque chose qui nous empêche. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour gérer le risque si on est quelqu'un comme ça? On aimerait surpasser l'inflation, mais on n'est pas trop confortable. On déteste même l'idée de prendre beaucoup de risques. Alors pour moi, le risque, c'est quelque chose qu'on a du travail à faire dans notre définition du risque dans le monde de la finance, parce que la réalité, c'est que le risque est perçu différemment par tout le monde. Il y en a pour qui le risque, c'est le risque de perdre le pouvoir d'achat, comme on a discuté. Il y en a d'autres, c'est la volatilité dans le placement qui monte et baisse de façon journalière. Euh, alors, le risque est différent, je pense, pour beaucoup de personnes. Je pense que souvent, le risque, comme j'ai dit, il y a plusieurs façons, mais je pense que c'est souvent ces deux-là, la volatilité et la peur de perdre. Ça peut être du capital ou du pouvoir d'achat. Alors, j'aime avoir la discussion qu'on vient d'avoir avant sur le pouvoir d'achat. Je pense qu'une fois que les gens comprennent ça, ça aide. Pour moi, tu vas voir que mes réponses sont souvent centrées alentour de l'éducation parce que je pense que le plus qu'on connaît, le plus qu'on peut démystifier puis mieux comprendre. Puis c'est drôle, mais tu sais, quand on est au lit la nuit puis on entend un bruit, euh, notre imagination nous fait croire toutes sortes de choses, mais ce même bruit-là, durant le milieu de la journée, on n'a aucune réaction parce qu'il y a la lumière, on voit tout, on sait que c'est probablement rien. Et je pense que la différence, c'est la lumière. Alors, si les gens comprennent comment ça fonctionne, un portefeuille d'actions bien diversifié et que je peux leur montrer les bonnes années et les mauvaises, OK? Parce que ça fait partie de l'équation. Je pense qu'on est en train de mettre de la lumière sur le sujet et le plus qu'ils comprennent avant de le vivre avec leur propre argent, qu'est-ce qui pourrait arriver, le plus qu'ils vont être prêts, plus qu'ils vont comprendre et le plus qu'ils vont être prêts à assumer cette volatilité-là qui, malheureusement, est nécessaire dans un portefeuille en action et même en immobilier en passant. Hein. Je pense que le monde sous-estime la volatilité de leur maison parce qu'ils ne voient pas la meilleure offre sur leur maison du lundi à vendredi entre 9h30 et 4h. Parce qu'ici, on leur montrait à chaque seconde la meilleure offre pour leur maison, lundi de 9h30 jusqu'à 4h, jusqu'à vendredi. Ils verraient qu'il y aurait beaucoup de volatilité. Ils vont plutôt acheter une maison, la vendre 10 ans plus tard et dire j'ai payé ici, j'ai vendu ça. Ça va toujours dans la même direction. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce qui se passe entre les deux points. Alors, la réalité, c'est qu'avec les actions, on le voit. En 9h30, 4h, on voit la valeur de chaque action, comment ça peut baisser. Et ce que je fais avec des clients avec qui j'essaye d'introduire à cette philosophie, je leur montre absolument les 50 dernières années. Je leur parle de récession. Je leur parle que les récessions sont normales. Puis il faut faire attention parce que les médias ont un biais négatif, parce que c'est ça qu'on veut consommer, c'est négatif. Alors, il faut montrer que les récessions sont normales. On appelle ça le cycle économique. Alors, même dans le nom, on dit que c'est normal, que ça va aller de période de croissance à contraction. Alors, ce que je dis souvent, les récessions viennent habituellement tous les 7 ans. En moyenne, la bourse baisse d'à peu près 35 durant une récession. Dans ma carrière, les 3 récessions que j'ai vécues comme professionnel, 2000, 2008 et la récente de 2020, les baisses ont été plus importantes que 35 c'est normal, puis on est revenu chaque fois. Autre chose que je leur dis, à peu près à tous les 3 ou 4 ans, même quand on n'a pas de récession, un portefeuille d'actions va baisser. C'est normal. Ce qui est normal aussi, c'est qu'on aura une année de temps en temps qui va être très, très bonne.
Mais quand on met tout ça ensemble, qui est la partie importante, et je pense que si je reviens à la maison, quand je mets tout ça ensemble, le prix d'achat versus le prix de vente, habituellement, celui-là est plus bas que celui-là. Entre-temps, ça va aller entre les deux. Et je pense que quand le monde comprenne la volatilité qui est normale dans un portefeuille d'actions et le rendement attendu qui est normal, qui se situe habituellement au-dessus des rendements qu'on peut espérer faire sur des produits plus sécuritaires, je pense qu'il y a plus de chances qu'ils vont bien vivre avec leur portefeuille diversifié. Parfait, parfait. Eh bien, et dans la même ordre d'idée ici, Charles, c'est sûr qu'il y a de nombreux investisseurs qui ont peut-être entendu la phrase suivante. Un meilleur rendement grâce à des placements plus risqués. Alors, c'est le troisième mythe, justement. Alors, selon lequel un risque élevé entraîne toujours des rendements élevés. Pourquoi est-ce que ça pourrait être erroné, cette phrase? Oui, alors ça, c'est vrai qu'on entend ça souvent, puis des fois un petit peu d'information peut nous nuire. Alors c'est vrai que si je mets ça dans une comparaison au casino, si je vais miser sur la roulette, je dis je mets 100 dollars sur le noir, 6 noirs par exemple. Si je gagne, je vais gagner beaucoup plus que le 100 dollars que j'ai misé. Je ne sais pas combien, moi j'ai jamais fait jouer ce jeu-là, j'aime pas gaspiller de l'argent. Mais le rendement que je pourrais faire sur ce placement-là, c'est pas un placement, mais serait énorme. Mais probablement, je vais perdre mon 100 dollars. Ça, c'est la probabilité la plus forte. Alors, je dirais que celui qui dit je vais acheter une compagnie qui essaie de trouver des diamants dans le territoire du Nord-Ouest et je mets 10 000 dans ce placement-là, s'il trouve des diamants, mon 10 000 va me faire une fortune. Oui. Qu'est-ce qui va probablement arriver? Ils ne vont pas trouver de diamants. Qu'est-ce qui veut dire que mon 10 000 va tomber à zéro? Alors, quand on va à l'extrême, le plus risqué, le rendement plus probable, c'est de perdre une partie substantielle de notre argent. Alors, je pense que des fois, quand on va aux extrêmes, on peut prendre une bonne chose, puis quand on va à l'extrême, ça devient une mauvaise chose. Alors, quelqu'un qui veut être prudent, qui met son argent en dessous du matelas, c'est un extrême et c'est pas une bonne chose. Je dirais au moins, si vous avez de la misère avec la volatilité, au moins acheter des CPG 1 à 5 ans ou des obligations qui vont vous donner des rendements plus importants que le matelas. Et si vous voulez aller en action, n'allez pas à l'extrême, n'allez pas trouver des diamants dans le nord-ouest. Achetez des portefeuilles de compagnies, de grosses compagnies qui sont nécessaires au fonctionnement de l'économie, qui ont très peu de chances de perdre leur valeur à long terme. Et dans ce cas-là, on a quelque chose oui, on prend plus de risques dans ce cas-là avec un portefeuille d'actions solide qu'un portefeuille d'obligations. Et oui, dans ce cas-là, notre rendement espéré est plus important qu'on pourrait s'attendre faire sur un portefeuille d'obligations moins risqué. Excellent. Donc, poursuivons maintenant vers le prochain mythe, le quatrième sur la liste. Et celui-là, c'est pour quelqu'un qui détient le plus de placements. Ils auraient tendance à penser qu'ils sont diversifiés. Mais pourquoi c'est pas toujours nécessairement vrai? Le plus d'actions qu'on a, le plus qu'on est diversifié, pourquoi ce n'est pas nécessairement toujours vrai? C'est un bon point. Et un autre exemple, encore une fois, que je vois souvent ici au Canada, c'est des portefeuilles qui ont 5 actions bancaires. Puis ils disent, ah, c'est 5, c'est plus qu'une. Je suis très bien diversifié. Moi, je dirais que c'est pas diversifié. Parce que, premièrement, j'ai une géographie, le Canada. Deuxièmement, j'ai une industrie. Alors, c'est pas diversifié. Si j'aurais 30 compagnies dans mon portefeuille, ils sont tous dans le domaine financier canadien, oui, je suis mieux diversifié que si j'en détenais une, mais c'est un portefeuille qui est pas adéquatement diversifié à mon opinion. Et c'est un portefeuille qui va être extrêmement volatile.
Alors, le but de la diversification, d'avoir un portefeuille qui sera moins volatile. Alors, quand certaines parties, certaines industries vont moins bien, on a d'autres industries qui vont aller mieux et quand on met les deux ensemble, on a un rendement qui est entre les deux. C'est sûr que si on savait quelle industrie allait performer le mieux pour les 20 prochaines années, ben on mettrait tout notre argent dans cette industrie-là. Puis encore mieux, la compagnie qui va dominer le monde. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Puis Amazon est une des plus grosses compagnies au monde, mais Amazon, je vais vous dire, il y a 20 ans, c'était pas évident. C'est une compagnie qui perdait énormément d'argent année après année. Puis, heureusement, ils ont été capables de se financer durant ces années difficiles-là. Parce que même s'ils avaient un produit excellent, sans du monde qui contribuait des milliards de dollars pour garder la compagnie en vie pendant au moins 10 ans de mémoire, la compagnie aurait fait faillite. Alors, la diversification, on fait ça parce qu'on ne voit pas l'avenir avec certitude. Et la bonne façon de diversifier, c'est plusieurs compagnies, c'est plusieurs industries aussi, et c'est plusieurs géographies. Et on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller avec plusieurs classes d'actifs. Alors, on peut aller avec les actions, les revenus fixes, le cash. Puis il y a plus de façons de diversifier, mais juste d'avoir plus qu'une compagnie, oui, c'est mieux diversifié, mais encore une fois, le portefeuille qui a 5 banques canadiennes n'est pas un portefeuille diversifié adéquatement. Poursuivons maintenant, parce que c'est sûr qu'on vient de discuter un peu qu'il y a des niveaux de diversification. Même si on a un portefeuille de 5 banques, par exemple, on est mieux diversifié peut-être légèrement que si on en avait seulement une, mais on serait quand même moins diversifié que si on avait peut-être d'autres secteurs, d'autres géographies. Alors, comment un investisseur pourrait-il déterminer si un placement améliorera sa diversification à son portefeuille ou s'il fera double emploi? Oui, alors la façon, je dirais, technique, c'est de regarder la correlation, la covariance entre un stock et un autre, mais c'est pas tout le monde qui a ces outils-là ou le confort avec la mathématique. Alors, on peut tout simplement, si on fait des graphiques, je pense qu'aujourd'hui, on a tous accès à des choses sur le web où on peut faire un graphique d'une action ou une industrie sur les 10-20 dernières années. Et j'insisterais pour au moins 10 ans, en passant de 10 à 20 ans. Et je dirais si on peut regarder les deux graphiques. Alors, si je compare une industrie versus un autre, disons que je vais garder l'exemple extrêmement simple, je veux être dans l'industrie technologie et l'industrie financière, pour rester avec les mêmes qu'avant. Je ferai un graphique qui montre l'industrie technologique en haut, 15 ans, l'industrie financière, 15 ans, la même période, c'est important. Et tout simplement, si on voit que quand un monte, l'autre descend et vice-versa, bien on a le bénéfice de la diversification. Si on voit qu'il monte toujours en même temps et baisse en même temps, on n'a aucun bénéfice de la diversification. Ça veut dire que c'est des placements qui vont réagir de la même façon. Alors, le bénéfice de la diversification, comme j'ai mentionné, c'est qu'on a un rendement qui est plus stable. Alors ça, je pense que c'est une façon assez rapide et facile pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement un expert dans la finance ou la mathématique de voir si on a un bénéfice de diversification. Alors ça serait important à faire ça. Je vous dirais par une autre chose que c'était pas dans ta question, mais c'est quelque chose que j'ai commencé à réaliser dernièrement. Quand on regarde notre portefeuille, je vais reculer. Je viens de dire, on va rester avec mon exemple. J'ai décidé que quand je regardais les graphiques et tout, qu'il y aurait un bénéfice important de diversification en étant 50% compagnie financière et 50% compagnie technologique. Ça veut dire que quand les technos montent, les financiers vont moins bien et vice-versa. Et sur papier, j'achète, je dis fantastique, j'aurai un rendement qui sera moyen. Les hauts seront moins hauts, mais les bas seront moins bas. C'est pour ça que je fais ça. Alors, j'embarque, j'achète mon portefeuille. Probablement ce qui va arriver, 2-3 ans plus tard, je regarde, mes compagnies financières vont beaucoup moins bien, mes compagnies technologiques, comment ça se fait? Je devrais, c'est quoi? Si je n'avais pas ces compagnies financières-là, j'aurais un rendement qui serait le double. Alors, je vais vendre mes compagnies financières, puis j'achète
d'autres compagnies technologiques, puis qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de détruire les bénéfices de ma diversification. Alors, encore une fois, c'est important d'avoir une lumière, puis quand on entend un bruit, on voit qu'est-ce qui est arrivé. Alors, il faut savoir que si j'achète le portefeuille qui est diversifié, c'est normal et même j'espère que dans chaque année, j'ai une partie du portefeuille qui va vraiment bien et une autre qui va vraiment mal. Parce que si tout va bien en même temps, devinez qu'est-ce qui va arriver quand ça ira mal. Et pas si ça ira mal, quand ça ira mal. Alors, il faut savoir que mon portefeuille que j'ai bâti pour avoir une performance plus stable, ben nécessairement, j'aurai une partie du portefeuille qui ira moins bien que l'autre partie. C'est normal. Alors, il ne faut pas que je réagisse mal et que je défaite tout ce que j'ai bâti 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard quand j'oublie pour les raisons pourquoi j'ai posé ce geste-là. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi, Charles. Et voilà qui nous amène au cinquième et le dernier mythe de la journée aujourd'hui. Et celui-là, c'est quelque chose qu'on entend en théorie, ça fait beaucoup de sens. En théorie, je voudrais dire peut-être en attendant ce mot-là, anticiper le marché. On appelle ça en anglais timing the market. C'est super tentant l'idée de faire ça, mais c'est une stratégie de placement encore une fois, le fait de tenter d'anticiper le marché, ça pourrait même réduire les rendements sur le long terme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes-là qui tenteraient de le faire? C'est vraiment difficile à résister, hein? Absolument. Euh, Moi-même, au début de ma carrière, j'ai essayé pendant nombreuses années et ça ne marche pas. Honnêtement, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le monde de la finance, professionnelle, non. J'en ai vu tellement qui ont essayé. Je pense que tout le monde a essayé. Et je ne me souviens pas d'une personne qui a été capable de faire ça de façon constante. Et de le faire une fois en passant, c'est pas assez parce que si on continue d'essayer de le faire, on risque de ruiner tout le profit qu'on a fait. J'entends aussi souvent, surtout dans des périodes comme aujourd'hui, où on est dans une période où on pense qu'il y aura possiblement une récession. Alors, je dirais aujourd'hui, de ces jours-ci, j'entends régulièrement, j'ai de l'argent, mais tout le monde sait qu'il y aura un crash à cause de la récession qui va venir. Alors, je vais acheter durant un crash, je reste. Alors, moi, je dis toujours, si tout le monde sait qu'il y aura un crash, parce que le prix, ceux qui achètent des actions, ils n'achètent pas pour les profits de l'année passée. Si j'achète une entreprise de toi, Simon, puis tu dis, oui, l'année passée, j'ai fait 1 million de dollars. Ah, je suis content pour toi. Mais qu'est-ce qu'elle va faire l'année suivante quand je serai propriétaire? Je m'en fous que toi, tu as fait 1 million, je suis content pour toi. Mais si j'achète la compagnie, je ne paye pas pour tes profits, je paye pour les miens qui seront l'année prochaine. Alors, si tout le monde sait qu'il y aura un crash, une récession, ça veut dire qu'aujourd'hui, on achète, les prix reflètent aujourd'hui un crash et une récession. Dans mon expérience, quand on s'attend à des très mauvaises nouvelles et on reçoit des mauvaises nouvelles, mauvais, c'est mieux que très mauvais, le marché monte. Si on s'attend à des très mauvaises nouvelles et on reçoit des très mauvaises nouvelles, il n'y a pas de réaction. Si on s'attend à des très mauvaises nouvelles puis on a des nouvelles qui sont neutres, le marché monte beaucoup. Si on s'attend à une récession, c'est sûr, puis il n'y en a pas, parce que là, dernièrement, on était supposé en avoir une cette année. Hein? C'est sûr, fin 2022, début 2023, on est le 5 octobre, récession encore. Si on n'a pas de récession, quand tout sera fini, est-ce que le marché reflète une récession aujourd'hui? Possiblement. S'il n'y en a pas, le marché devrait monter beaucoup. Si j'ai mon cash sur le bord parce que j'attends l'opportunité que tout le monde sait, elle va venir, encore une fois, demandez-vous, est-ce que tout le monde pense comme moi? Si tout le monde pense comme moi, où est l'opportunité? Il n'y en a pas. J'entends aussi souvent du monde qui vont dire, avec un portefeuille existant, je vais vendre maintenant parce que c'est une période difficile, puis il y a beaucoup d'incertitudes. Et je vais racheter quand l'économie, puis tout ce trouble-là avec les taux d'intérêt et l'inflation est derrière nous. Et c'est là que je vais acheter. Il y aura plus de certitude, puis un environnement beaucoup plus facile à faire de l'argent.
Alors, dites-vous, vous vendez où il y a de l'incertitude au prix qui est ici. Vous rachetez quand tout le monde, les intérêts sont revenus, l'inflation est partie, euh, l'économie va bien. Est-ce que le prix est plus haut, le même ou plus bas? Maintenant, on est plus confiant. Le prix va être plus haut. Si le monde sont plus confiants, alors celui qui dit je vais vendre dans une période d'incertitude pour acheter dans une période où l'avenir est plus prometteur, c'est garantit une perte. C'est une stratégie où vous dites je veux perdre de l'argent. C'est ça qui va arriver. Alors, timer le marché, premièrement, il faudrait aller contre ce qui est populaire. Ça voudrait dire aujourd'hui, si vous pensez que tout le monde s'attend à un crash, ça voudrait dire qu'il faudrait prendre des positions extrêmement positives, agressives. C'est dangereux ça aussi, mais je pense que la seule façon de faire de l'argent en essayant de timer le marché serait de prendre des positions contrariennes. Et c'est très dangereux. Mais moi, ce que j'ai vu souvent, c'est que le monde va prendre des positions qui suivent ce que tout le monde pense. Et si vous suivez ce que tout le monde pense, je vois difficilement comment vous allez être profitable avec cette stratégie-là. Ouais, c'est super intéressant, Charles, parce que c'est ça. Souvent, on regarde les graphiques devant nous, on regarde les prix, mais on oublie presque on va investir dans une compagnie dans le futur et personne connaît le futur, mais c'est sûr qu'on a peut-être des idées et tout. Et c'est un peu ça, en fait, qui m'amène à la prochaine question, c'est sûr que c'est pas facile de faire ça, hein, parce qu'on s'entend que oui, peut-être théoriquement, peut-être historiquement, on sait ce qu'on doit faire, mais là, on regarde notre argent et il y a des fluctuations. Alors, de quelle façon un investisseur pourrait-il rester solide malgré les fluctuations et justement de tenter à résister, ce qu'on vient de parler, d'anticiper le marché? On aimerait faire ça si on pouvait, mais comment on pourrait résister et rester solide malgré tout ça? Je vais la répondre avec deux exemples. Alors, celui qui est dans la phase accumulation, quelqu'un qui est pré-retraite, qui épargne à chaque année pour bâtir un fonds pour éventuellement payer sa retraite. Et l'autre va être pour quelqu'un qui est déjà à la retraite, qui sort de l'argent de son portefeuille à chaque année. Alors, pour moi, quelqu'un qui est dans la phase accumulation, pré-retraite, moi, je pense que d'enlever autant que possible les émotions et de faire des choses de façon systématique, parce que d'enlever l'émotion d'un être humain, c'est impossible dans mon opinion. On n'est pas des robots. Alors, si on essaye de le faire, je pense qu'on aura beaucoup de misère. Alors, si on peut se faire suivre des processus systématiques qui vont fonctionner et contrer nos émotions. Alors, qu'est-ce que le monde veut faire? Ben, à fin 2021, quand la bourse avait monté énormément, tout le monde voulait acheter des actions. Surtout dans la technologie, parce que c'est ça qui avait monté le plus, ou la crypto. Right? Et là, après 2022, où ça a baissé beaucoup, surtout la technologie puis les cryptos, qu'est-ce que tout le monde voulait faire? Pas acheter des actions. Si on aurait un processus où on dit, pour moi, premièrement, je devrais faire un plan financier pour voir combien d'argent j'ai besoin d'avoir quand je prendrai ma retraite pour me donner le montant que j'aurai besoin par année à la retraite. Une fois que j'ai ce montant-là, je peux calculer aussi qu'est-ce que j'ai besoin de mettre de côté à chaque année pour atteindre mon objectif d'épargne pour mon plan de retraite. Et après ça, je le divise par 12. Je vais prendre un exemple très simple. J'ai besoin d'épargner 120 000 par année pour atteindre mon objectif. Je le divise par 12. Systématiquement, 10 000 par mois est investi dans le portefeuille quand ça va bien comme quand ça va mal. Puis ce qui arrive, oui, quand ça monte, peut-être qu'on paye des prix trop élevés des fois, peut-être. Et quand ça baisse, ben là, on paye des prix qui sont vraiment très bons ou ça nous tente le moins. Probablement que si on se laissait à nos moyens, quand ça monte, au lieu de mettre 120 000, on en mettrait peut-être 150. Puis l'année où ça baisse, on arrêterait complètement le plan. On arrêterait d'investir. C'est pas un bon temps, ça va mal. Puis là, qu'est-ce qu'on attendrait? Parce que ça va mal, ça veut dire que ça a déjà baissé. Ça va bien, ça veut dire que ça a déjà monté. Alors, encore une fois, les émotions vont aller vraiment contre nous. Mais si on a ce plan systématique, je pense que c'est un plan qui fonctionne très bien. C'est ce que je pratique moi-même, 29 ans d'expérience dans le métier.
Ça m'a pris longtemps pour apprendre cette leçon, pourtant qui est vraiment très basique, qui existe depuis vraiment longtemps, mais d'y croire et de la mettre en pratique pour moi et ma famille. Mais depuis que j'ai commencé à faire ça, il y a peut-être 20 ans, ça va beaucoup, beaucoup mieux. L'autre partie de la réponse va être pour celui qui est dans la phase d'accumulation. Je suis à la retraite. Qu'est-ce que je fais pour contrer cette volatilité-là et l'émotion? Bien, je pense que c'est important de regarder quel est le taux de retrait. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin par année? J'ai encore des chiffres ronds, j'ai 100 000 j'ai besoin de 5 000 par année. Ben, 5 000 divisé par 100 000, c'est 5 %. Alors, j'ai besoin de 5 % de trouver une allocation d'actifs raisonnable. Et ce que je veux faire, c'est que je veux retirer de l'argent de façon mensuelle, comme la paye que je recevais quand je travaillais. Et ce que je veux faire, c'est quand les actions baissent, je veux retirer de la partie revenu fixe qui, la plupart du temps, sera beaucoup plus stable que les actions. Quand les actions baissent et quand les actions montent, je veux retirer le montant mensuel de ma partie action. Et ça, c'est un peu plus compliqué que je peux adresser dans 1 ou 2 minutes, mais c'est un travail qui est important et c'est une partie de ce que je fais pour mes clients. Et ça fonctionne très bien. On enlève les émotions, puis on a en fait planifié dans les deux situations pour le fait, pas la possibilité, le fait que les portefeuilles vont être volatiles et ils auront des mauvaises années. Les bonnes années, on est tous contents, on n'a pas besoin de planifier pour la bonne année. Qu'est-ce que je vais faire quand ça ira trop bien? Pas de problème. Qu'est-ce que je vais faire quand ça ira mal? C'est ça qui est important. Très bien, Charles. Nous allons devoir nous arrêter ici. Merci beaucoup de nous avoir aidé à déboulonner certains mythes courants sur les placements. Pour les mots de la fin, est-ce que vous auriez d'autres réflexions dont vous aimeriez partager avec notre public? Je pense encore une fois l'éducation, c'est important. Puis c'est quelque chose qui devrait continuer. Alors même si vous comprenez, je pense le plus que vous lisez sur le fonctionnement des placements et l'inflation et l'économie, le plus que vous allez comprendre et le plus que vous allez être confortable. Et je pense le plus de chances que vous allez réagir de façon moins émotionnelle qui peuvent nuire à nos portefeuilles finalement. Eh bien, merci encore une fois, Charles, de vous être joindre à nous. Et pour les membres de notre auditoire aujourd'hui, assurez-vous de vous inscrire à nos webinaires en direct à venir et de consulter notre bibliothèque de contenu sur demande qui est disponible sur le centre d'apprentissage de Courtier Web et aussi sur notre page YouTube. On se voit au prochain webinaire.